Amis, concitoyens éveillés et curieux, nous sommes très heureux de vous retrouver. Dans le cadre de ces nouvelles émissions, nouveaux formats d'émissions que nous avons voulu produire avec ce média citoyen qui est Citizen Light, émission où nous essayons de comprendre finalement quels sont les dessous des cartes, quels sont les éléments non avoués qui finalement tissent notre quotidien sans que nous le sachions. Alors nous, effectivement, petites personnes de ce monde complexe, avons été amenés finalement à étudier, parce que les moyens d'information sont là, parce que les articles de presse sont maintenant diffusés à travers Internet, des séries, d'événements. Et puis parfois, en fait, on a le sentiment que ces événements ne sont pas coordonnés, même finalement souvent. Et puis le fil d'Ariane. Et ce fil d'Ariane, si nous le tirons, nous permet d'avoir une compréhension du monde qui est tout à fait réjouissante. Aujourd'hui, nous allons toucher au deuxième volet qui va intéresser le monde du divertissement et les affaires, en fait, attenant à ce monde de divertissement. Et je suis très heureux de recevoir mon ami Hubert. Bonjour. Bonjour Hubert, comment allez-vous ? Très bien. Hubert très Marty, oui. voilà, ancien commissaire. Oui, en retraite. En retraite. Active. Directeur des renseignements généraux dans une période cruciale de la République française. Oui. Merci Hubert. Merci. Et Michel, bonjour Michel. Bonjour David. Michel Chanu, qui nous a fait le plaisir déjà d'être présent sur l'une des émissions il y a quelques semaines maintenant. Et Michel, nous allons aborder le deuxième volet, un volet sur lequel vous avez également des compétences. Un bonheur de revenir. Très heureux, comme je le disais tout à l'heure, de se retrouver sur ce plateau d'une télé tout à fait indépendante où la parole est libre et où en fait des personnes courageuses, il faut l'être, ont décidé de ne plus subir finalement le poids du quotidien en se disant j'ai des choses, j'ai été confronté à des situations et aujourd'hui il est d'un salut presque public de les dévoiler. Et donc mon cher Hubert, je vous remercie encore d'être là pour veiller à la bonne participation des débats et nous éclairer de votre lumière qui... Nos modestes expériences, hein, c'est tout. Chacun a son expérience de vie et puis il y a des événements qu'on a vécus, heureux, malheureux, et c'est souvent les événements malheureux qui nous poussent à nous poser des questions. Vous intervenez quand vous voulez dans l'émission. Très bien. Vous êtes le gardien des clés, le gardien du temps. Michel, bonjour. Oui, bonjour. C'est vous qui allez passer de nouveau sur le grill. Et en fait, ce grill sera assez cocasse aujourd'hui parce que après nous avoir révélé, et je dois avouer que vous nous avez, comme on dit en Bretagne, sponté sur le milieu des courses hippiques, on va toucher d'autres sujets du monde du divertissement. Et ce monde du divertissement va nous amener finalement à découvrir d'autres aspects d'un monde mystérieux mais parfaitement organisé qui finalement vit à côté de nous sans que nous en ayons eu connaissance jusque-là. Alors, lors de la dernière émission, Michel, et je vous ai coupé parce que vous vouliez nous saluer, c'est ça ? Oui, bonjour David. Et puis je voulais aussi préciser que le business du crime ne vit que sur la déviance de l'homme. Eh oui, bien sûr. Hein, c'est le fond de commerce. Hein. Bien sûr, c'est-à-dire c'est péché, c'est ça ? Si l'homme devenait vertueux, il n'y aurait plus de réseau criminel. Ils seraient affaiblis dans leur puissance. Si les gens arrêtaient de jouer, si les gens arrêtaient de se camer, si les gens arrêtaient de fumer, si les gens arrêtaient... d'avoir des tentations sexuelles. Les jeux d'hiver,
hein, de se taper des gosses à l'apéro. Et voilà, on ne serait pas là, quoi. Lors de notre dernière émission, nous avons abordé le monde des courses. Et dans ce monde des courses, en fait, nous avons parlé de Nicolas Sarkozy, un autre homme proche de lui qui était le trésorier de l'UMP et qui est encore très actif dans le monde politique actuel auprès du président Macron et Éric Woerth, qui était le trésorier de l'UMP à cette époque, et ces deux hommes ont été engagés dans une affaire qui a défrayé la chronique, qui était l'affaire Bettencourt. Mais manifestement, ces deux protagonistes de l'affaire n'étaient pas tout seuls, et on parle d'un troisième personnage qui est très très important dans le monde du média et de l'audiovisuel, et ce personnage, c'est Stéphane Courbit. Est-ce que vous pouvez, Michel, nous décrire ce personnage ? Bien sûr, parce que en fait, tout le milieu médiatique, tout ce qui est ludique en matière de télévision, ça brasse aussi là énormément d'argent, il y a énormément d'intérêt. Et puis là aussi, il y a une communauté qui est très présente. Parce que Stéphane Courbit est producteur de télévision. Alors, Stéphane Courbit commence petit jeune prometteur, qui commence aux côtés de Christophe de Chavannes. Christophe de Chavannes, c'est une émission à l'époque qui s'appelle Combien ça coûte ? Alors, j'aurais été à la place de Christophe, j'aurais dit combien ça nous coûte ? Coucou c'est nous, mais coucou c'est nous, on vous a tous reconnus. C'est pas la peine de vous cacher, on vous a reconnus. Voilà, c'est ça. Et en fait, il va y avoir une brouille entre Courbit et puis de Chavannes. Et en fait, Courbit va partir aux côtés de chez Jacques Esbag, que tout le monde connaît sous le nom d'Arthur. Oui, d'accord, Voilà. ok. Donc ils vont monter une société. Le fameux Arthur, le roi de la télé. Voilà, qui est donc Case Production. Et après, ils vont donc créer une société ASP qui sera rachetée par Endemol. D'accord. Alors là, la société ASP, c'est les enfants de la télé, c'est le big deal, enfin pour placer un petit peu dans la tête des gens, quoi, Love Story. Et voilà. Et donc, cette société, donc, c'est Endemol qui la détient. Et là, Courbit revend ses parts. Il va revendre ses parts et il va former une société qui s'appelle Love Group. Love Group, pourquoi Love Group ? C'est tout simplement le nom de ses enfants, prénom de ses enfants, Lila, Oscar et Vanille. Alors, il va reprendre la première lettre des prénoms de ses enfants pour faire Love Group. Et la principale filiale de Love Group, ce sera la société Banijé. Banijé, c'est donc Nagui, Alexia Laroche-Joubert et aussi Hanouna. Donc là, on les a tous, finalement, les fameux producteurs-présentateurs de la télévision publique à l'époque, plus la télévision privée TF1, mais là, on les a vraiment dans un mouchoir de poche. Un mouchoir de poche, hein. Et puis là, naturellement, pour Courbit, quand on a la chance d'avoir un bon ami comme Nicolas... Bon, Sarkozy, vous voulez dire ? Oui, on peut pas se permettre de laisser un ami comme ça à l'abandon, donc on ne compte pas. Et Stéphane Courbit a commencé à payer les déplacements de Nicolas Sarkozy à bord d'avions d'affaires. Quand il est président, mais il ne se fait pas épingler parce qu'en fait, il fait passer ses déplacements avec l'affaire qu'ils ont en commun, qui est un fonds d'investissement. Voilà, alors là, c'est Pierre-Marc Dreyfus et Alco là, qui détiennent SNTHS. Voilà, et donc les avions sont loués auprès de ces gens-là pour véhiculer Nicolas Sarkozy. Et naturellement, Courbit, à un moment donné, va se trouver fragilisé. Financièrement, ça va être très, 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 très dur. Et Nicolas, qui est quand même un chic type, un copain sympa, il ne va pas laisser son ami dans le besoin qu'il l'a aidé au moment opportun. Et là, il va lui dire, écoute, allez, on va aller voir une bonne amie. Mamie Gâteau. Oui, les guignols de l'info. Une dame qui s'appelle Bettencourt. C'est pas Ingrid, hein, c'est pas celle qui est dans la forêt, non, c'est Liliane, cette brave Liliane, voilà, qui va prendre notre cher Stéphane Courbit pour un artiste de variété. Un chanteur. Un jeune chanteur de variété, beau gosse, voilà. Et le Maï Brandt de... Mamie craque et sort le chéquier. C'est un beau garçon en même temps. Voilà, sort le chéquier et va verser 143 millions d'euros
pour investir dans les jeux en ligne, dans une société qui s'appelle BetClick. Oh, BetClick qui est un fleuron du jeu en ligne. Bon, Courby est aussi un joueur de poker et il devrait se souvenir qu'avec BetClick, on peut prendre une bet-claque, quoi. Là, c'est ce qui lui est arrivé, quoi. Il a pris une bet-claque. Il a pris une bet-claque parce que la justice s'intéresse à cette affaire et en fait, il n'est pas condamné, il est mis en examen, mais il trouve un accord avec Mamie Liliane et il lui rembourse, je crois, les 143 millions d'euros. Alors, BetClick va reprendre une société... pardon. Vous êtes taquin, vous êtes taquin. Hein. Le jeu de mots est trop facile. C'est trop facile. Va reprendre une société importante, monégasque, aussi de jeux en ligne, mais qui touche le PMU, qui touche... et là, il va y avoir un procès, il va y avoir tout un tas de choses. Enfin, c'est beaucoup plus conséquent que ça en a l'air. Donc là, on est vraiment dans les paris, on revient sur... Là, il veut investir massivement dans le jeu. Sur le tapis vert. Voilà. Et puis là, donc, la fille de Madame Bettencourt ne l'entend pas de cette oreille. Et bon, ça suffit, les défilés là, et la trésorerie qui se vide. Et là, elle va exiger de Stéphane Courby qu'il rende les sommes. Et là, très embêtant, parce que Courby, il est vraiment serré, il n'a pas un rond, il est serré aux entournures. Et là... Vous dites qu'il se passe quelque chose dans la vie de Courby, c'est que, évidemment, il est riche, il est puissant, il faut montrer cette richesse et cette puissance, et il achète le plus grand yacht. Oui, il est propriétaire d'un bateau. Alors moi j'étais dans l'avion et je sais que les emmerdements ça vole en escadrille. Hein. Mais là, même dans la marine, c'est la même chose. Et là, pas de chance, il a un bateau qui est le plus gros yacht immatriculé en France, qui s'appelle le Yogi, qui est assuré auprès de chez AXA Assurance pour un montant de 35 millions d'euros. AXA qui est un ami sans doute proche de Sarkozy au départ. Voilà. Comment vous l'appelez? Bébéard. Claude Bébéard. Claude Bébéard, qui est à la tête d'AXA. Vous nous en parlerez, Hubert. Vous ne pouvez pas passer à côté de... Et là, naturellement, voilà, le bateau va couler, pas de chance. Mais le bateau, il n'est pas conforme à ce qui avait été déclaré à l'assurance. C'est-à-dire, il a été rallongé, ce bateau. Ah oui, il n'avait pas déclaré l'allongement. Il n'est plus conforme. D'accord. Et là, donc habituellement dans ces affaires, il n'y a pas de remboursement. On va tromper l'assurance. Bon prince, parce qu'effectivement, Bébéard et Courby ont un ami commun. Il accepte que la compagnie d'assurance verse 13 millions d'euros. D'accord. Mais ça ne fait pas les 35. Et non. Et ça fait encore moins le paquet pour aller rembourser Mamie Zinzin, hein, la célèbre Mamie Zinzin. Et là, c'est vraiment là que ça se corse. Et puis intervient le procès de Bordeaux, où il est condamné à une amende de 250 000 euros, et puis à rendre l'argent. Là, il faut absolument rendre la monnaie. Donc, Nicolas essaye de faire tout ce qu'il peut pour sauver Stéphane, et là, il le présente à un charmant prince, très bon prince, celui-là, qui s'appelle le prince Al-Thani, prince du Qatar. Le prince du Qatar. Qui va, lui, accepter de prêter, parce que c'est quand même un peu à risque, mais il prête à 7,5%. D'accord, c'est un prêt usurier. Voilà, il va falloir rembourser principal et intérêt quand même, hein, ça va peser. Hubert, qui est un homme d'argent, se dit « Waouh, à 7,5%. » Voilà. Et donc là, gros problème, il faut rembourser. Alors Nicolas se démène, il va passer un coup de fil chez son ami Michel Platini. Pardon, je n'ai pas entendu. Il va passer un coup de fil chez Michel Platini, voilà, pour essayer de faire un peu de lobby. Si ce brave prince pouvait obtenir la Coupe du Monde de foot, ça serait quand même bien. Pourrait peut-être. Et parallèlement à cela, il monte un fonds qui s'appelle Columbia. La colombe de la paix. Columbia, c'est la fusée, la navette. Ce fonds, il est un peu étrange. Il ressemble un peu au Mirage. Mais bon, il ressemble même plus à un Falcon 50 en finale. Et là, effectivement... Non, mais là, vous avez déjà ouvert. Donc, vous voulez dire que par cascade et par déboire financier, on en arrive à la relation que l'on a connue, et peut-être qu'Hubert veut intervenir là-dessus. Pour l'instant... La proximité de la France avec le Qatar. Vous avez un mot habitué là-dessus? Ça a fait beaucoup parler au moment de Rachida Dati, notamment. Oui. Il y avait une relation particulière. Derek... nos amis, entre guillemets, du Golfe sont toujours là quand il y a des problèmes d'argent. Souvenez-vous, après l'arrivée de la gauche, en 80-82, Mitterrand voyait le franc glisser complètement. Et c'est là qu'on a emprunté des sommes importantes à l'Arabie Saoudite. Et grâce à l'intermédiaire de qui? Je vous le demande. Vous savez de qui?
qui a joué un grand rôle dans cette histoire. Je crois le savoir. Christian Proutot. Ah, le fameux. Christian Proutot avec Paul Baril, qui était intervenu en 79 à la demande du roi de l'époque, parce que la France avait une expertise en matière d'intervention d'urgence avec le GIGN. Le RAID n'existait pas encore. Oui, parce que Proutot et Baril... Voilà, étaient les chefs du GIGN, et donc Giscard avait accepté que le GIGN intervienne chez les Saoudiens. Alors qu'ils étaient faits pour la France. Mais il avait compris qu'on avait un savoir-faire, maintenant qui est... Alors la police, maintenant, on a la BRI, on a le RAID, on a plein de choses. Mais à l'époque, le GIGN, qui a fêté ses 50 ans, là, début de l'année, était le seul à savoir gérer des prises d'otages, des actions violentes. Donc, une relation se crée avec les princes saoudiens, et Giscard battu en 81, mais Proutot revient dans le sillage de Mitterrand et dit, moi, j'ai des contacts avec les Saoudiens, etc. Et là, il y a une vraie affaire d'État avec l'histoire Joséphine, contrat Joséphine. C'est-à-dire que on a fourni des armes à un prix très très fort aux Saoudiens. On a fourni des chars, des Half-Track, puis après des Mirages sont venus, etc. Ça a été la partie du marché, mais ils sont intervenus massivement sur les marchés financiers pour soutenir le franc. Alors Mitterrand, c'était avec les Saoudiens. Mais 30 ans plus tard, Sarkozy, lui, c'est le Qatar, parce que le Qatar, à l'époque, démarrait sa manne gazière, mais il n'était pas au niveau, en 82, il n'était pas au niveau actuel, le Qatar. Donc le problème de ces micro-États qui sont peuplés par 300 000 personnes, 200 000, et qui ont des milliards de dollars, c'est d'arriver à les recycler et à les fournir, ou à les prêter, ou à les offrir à des pays développés pour avoir une influence, oui, bien sûr. avoir une ingérence. Quand vos parents, vos grands-parents, toute votre lignée, vous avez vécu à dos de chameau dans le désert à manger des dattes, ben c'est pas... il faut faire autre chose. Alors, il y a à Dubaï, ils font des immenses constructions, mais Qatar, c'est plus petit, hein, ça fait à peine 8000 km². Le Qatar, c'est un département français, quoi, c'est tout. Voilà. Donc, Sarkozy, qui a le sens des affaires, du commerce, c'est un VRP hors pair aussi, hein. On l'a vu avec l'histoire Courbis, donc qui demande à Altani, est-ce que vous pouvez... Et alors, c'est là, effectivement, qu'il y a sans doute un pacte de corruption, mais ça, on espère qu'un jour la justice aussi va peut-être s'intéresser là-dessus, parce que pour que le Qatar ait la Coupe du Monde de football l'an dernier, alors que rien ne le prédestinait, c'est qu'il y avait... Bon. Alors, le monde du football est quand même un monde où il y a tellement d'argent, où il y a tellement de corruption, tellement de combines. Voyez l'histoire personnelle de cette Plattard, l'ancien PDG, oui, qui a resté 30 ans à la tête de la Fédération internationale de football. Quand on voit les salaires mirobolants de tous ces acteurs, tout ça, ça donne le vertige. On est dans un autre milieu que celui du français moyen. Donc, argent, qui dit énormément d'argent, dit influence, dit ingérence. Et là, on est complètement dans l'ingérence, parce que entre l'achat du PSG et des participations dans de nombreuses sociétés en France, je ne sais pas, j'ai l'impression que 10% ou 15% du patrimoine français est dans les mains des Qataris. Je vous repasse la parole, maintenant, allez-y. Super, vous avez ouvert, et c'est un relais. Formidable. Parce qu'il y a aussi de l'athlétisme qui reste encore amateur dans une grande diffusion de son activité. Et on a parlé du foot, et au demeurant, les avions d'Air Cocaïne ont un lien avec Alain Flelou. Alain Flelou, président du club de Bordeaux dans lequel on retrouve un personnage central du football français qui s'appelle Roland Courbis, l'entraîneur. Et là-dessus, je crois que vous avez quelques éléments d'information. Je vais vous livrer un scoop, David. Quand la juge Sonia Ruellan à Marseille a commencé à mettre Nicolas Sarkozy sous écoute dans l'affaire Air Cocaïne, donc c'était très curieux, Nicolas Sarkozy a été s'épancher auprès de Sebag, donc d'Arthur. Ah, d'accord. Son ami. Le premier homme qu'il appelle, c'est Arthur, sur cette affaire-là. D'accord. Et je veux passer à la télé, lui. Il faut savoir qu'Air Cocaïne, le financier de la cargaison, il s'appelle Ali Bouchareb, c'est un Stéphanois. Alors moi, je n'ai pas vérifié cette info, mais on m'a parlé que c'était le gendre du maire de Roanne, qui est avocat. Et Ali Bouchareb est un membre de la Dream Team. Il a été identifié comme tel. Alors, Dream Team ?
La Dream Team, c'est une bande de braqueurs célèbres qui a fait tout un tas de casses en Espagne, qui touche par le biais d'Aurélie Merlini, fille de Daniel Merlini, qui est un membre de la Dream Team. On touche là le milieu de la brise de mer. Ah. Et alors là, ce qui est intéressant, On y vient. ce qui est intéressant, c'est qu'on a un élément dans la Dream Team qui s'appelle Karim Maloum et qui est un intime de Christian Proutot. Et Christian Proutot, c'est incroyable. On va le retrouver impliqué encore dans une affaire de drogue, encore, avec les 52 kilos qui disparaissent du 36 quai des Orfèvres, où il est mis en cause avec l'escroc Christophe Rocancourt, Honfleur. Alors, il est Honfleur. Je pense qu'Hubert, ça va vous parler, hein, Rocancourt. Encore un Normand. Et puis... Je comprends que vous ayez piqué le Mont-Saint-Michel. Et voilà. Et en fait, ça s'est joué sur tapis vert. voilà. Continuez les démonstrations. Donc là, c'est assez curieux, parce que là, on est sur des disparitions de drogue, on est sur un tas de choses, avec Guyot, hein, qui était impliqué, qui était un policier. Et là, on se dit, ça fait beaucoup quand même. Oui, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et puis, quand on sait que le troisième pilote, Alain Castagny, c'est un assureur, il a détourné les primes d'assurance des pilotes ULM et planeurs français. Il était vendeur à la tête d'une société qui s'appelait Lixbuy, qui touche le Crédit Agricole. Il revendait les caravelles des filiales d'Air France qui dépressurisaient, qui ne pouvaient plus faire de transport de personnel. Et ces caravelles étaient revendues au cartel colombien, parce que les caravelles, elles ont un truc génial, c'est qu'elles ont une finesse énorme. C'est-à-dire, ces avions, on coupe les moteurs, planent des dizaines et des dizaines et des dizaines de kilomètres. C'est un appareil qui a une finesse extraordinaire. Donc ça, pour poser dans le désert malien, c'est génial, quoi. Donc voilà, alors ces caravelles, on les retrouve brûlées au Mali. Et sont bourrés à 7 tonnes de coke, hein, et puis voilà, on vient chercher la marchandise à bord de 4x4 et on met le feu à la caravelle, quoi. Attendez, on va baisser un petit peu le niveau du débat qui est hors du commun. Ce que vous venez de nous dire là, c'est hors du commun, et il faut, et on y reviendra, bien comprendre que finalement ce sont des spécialistes, ils connaissent bien les sujets, et là donc la caravelle capable, moteur coupé, de planer sur des kilomètres et donc d'être moins détectable, c'est ça que vous voulez dire ? Bien sûr. C'est quand même extrêmement intéressant. Et là, je conseille nos concitoyens de réécouter, parce que vous avez enchaîné des circonstances et des noms qui valent intérêt, je dirais pas enquête judiciaire. Alors moi, je m'intéresse à tous les noms de pilotes impliqués, hein, parce que c'est généralement ces anciens pilotes de l'armée, c'est des très bons pilotes, souvent des gens en retraite, et il faut être de très bons pilotes pour poser dans le désert, poser une caravelle, le train rentrer dans le sable. Voilà, il faut quand même poser sur des terrains qui sont très très compliqués. C'est pas dû à tout le monde, hein. Parce qu'en fait, on a affaire à des pros. Hein. Enfin, dans tous les domaines, ils ont les meilleurs Les militaires. La plupart du temps, c'est du pilote militaire. Alors les pros, je reviens au foot, hein, vous m'offrez, vous avez parlé de la Dream Team, donc là on est quasiment dans le football aussi, hein, c'est une équipe de rêve, et là vous avez parlé de la brise de mer, mes oreilles ont tilté, on dira, parce que dans l'affaire de la brise de mer, il y a cet épisode particulier où Roland Courbis, entraîneur de football, subit une fusillade. Une affaire de flingage, oui. Une affaire de flingage, je crois qu'on est à Hyères, hein, dans le sud de la France, il ne meurt pas, je crois qu'il reçoit une balle mais il ne meurt pas, par contre la personne avec laquelle il était, qui s'appelle Dominique Rutilli, lui meurt sur le bitume. Et Rutilli est un membre actif, fondateur de la brise de mer. Voilà, puis derrière, on sait très bien que tout le foot français était aux mains d'un homme, hein, qui est connu dans le milieu comme Richard le Menteur, qui n'est autre que Richard Casanova. Donc décrivons Richard Casanova, son action dans le football. Alors naturellement, c'est transfert de joueurs. Oui, des commissions sur les prix colossaux. Courbis sera condamné d'ailleurs. Hein, voilà, les jeux en ligne, hein, sur les paris sportifs, paris sur le foot, c'est pareil. Donc les matchs truqués, ça commence avec l'affaire OMVA. Oui, parlez-nous de cette affaire. Alors OMVA, c'est un monument. C'est un monument. C'est un monument. Donc des joueurs ont été soudoyés. Et puis, tout simplement, il y a un joueur qui va effectivement révéler l'affaire. Et puis, c'est l'époque où on a un célèbre procureur qui s'appelle... Attendez. Oui. Au MVA, il faut positionner le décor. Tout le monde le connaît, mais il faut revenir parce qu'il y a des jeux de relations que l'on va établir maintenant. D'un côté, nous avons le président emblématique de l'OM, Bernard Tapie. Mais de l'autre côté, VA, on parle de Primorac comme étant l'entraîneur, etc. Mais surtout le maire de Valenciennes, Jean-Louis Borloo. Jean-Louis Borloo.
Et Borloo, qui est intimement lié à Tapi, à travers les liquidations judiciaires d'entreprise, puisque Jean-Louis Borloo a un cabinet de 52 personnes, c'est un très très gros cabinet d'avocats d'affaires. Et en fait, quand on voit les scandales des tribunaux de commerce en France, c'est pas tout le monde parle de Tapi, bien sûr. c'est pas Tapi, c'est le véritable, c'est Borloo. D'accord, parce que Borloo était l'avocat de Tapi, c'est ça? Est avocat de Tapi. Était l'avocat de Tapi. Et donc là, en fait, on se retrouve en terrain de connaissance. On n'a jamais très très bien compris cette affaire. Pourquoi l'OM, qui était vraiment le club favori, a été obligé de soudoyer un club mineur comme Valenciennes. Mais au demeurant, ça a vraiment défrayé la chronique. N'oubliez pas, David, que ce cher Jean-Louis Borloo, si son père est belge, sa mère est corse. Ça, il faut savoir. C'est un beau pays, la Corse. Donc Richard Casanova fait pression sur les clubs de foot, donc une pression que l'on imagine musclée, et un élément a défrayé la chronique, un homme qui avait une probité dans les affaires extraordinaire, donc Robert Louis Dreyfus, est même obligé de faire allégeance au patron et au parrain de la mafia locale, un certain Roland Cassonne. Ouais, et en fait, il y a des images où Dreyfus a été obligé de faire faire profil bas pour aller baiser la bague du parrain en disant je vous ai compris. Et puis est adossé au football le monde de la drogue, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont aussi impliqués dans le trafic. Ça, alors je peux en parler mieux que quiconque. Voilà, puisque moi, quand j'ai eu mes affaires, j'avais la particularité à Argentan d'avoir deux parquetiers, procureurs et substituts, qui étaient originaires de Lille, qui étaient donc, j'ai le nommé, monsieur Raphaël Saznit-Gentil, Bastier, d'origine. Et cet homme, je l'ai tracé parce qu'il a été en charge du dossier des 2 milliards détournés aux arsenaux de Toulon. Donc moi, j'étais membre pendant plusieurs années de l'association des 2 gendarmes toulonnais de la gendarmerie maritime, Henri Caillé et Jean-Pierre Jaudet. Donc je suis allé enquêter un petit peu sur la manière dont travaillait le substitut du procureur de Toulon à l'époque, qui s'appelait Monsieur de Gentil. Et M. de Gentil a été affecté à Brest, il a été même dans les Hauts-de-Seine, et il a été ensuite, alors moi quand j'ai eu mon histoire, là où j'ai contacté le service central de la prévention de la corruption, ils ont donc dégagé ces 2 personnages, qui protégeaient des gens du grand banditisme, on ne va pas se mentir. Et là, donc M. de Gentil a été muté dans un premier temps. Il a été muté sur la région de Vichy, et puis ensuite il est revenu à Laval. Et à Laval, il avait une particularité, c'est qu'il avait une grosse affaire de stupes, qui mêlait des joueurs de foot, ça s'appelait les Briouat, frères Briouat, qui étaient des joueurs de foot au Stade Lavallois. Alors tout ce que vous dites est sourcé, tout ce que vous dites a été paru dans la presse, paru dans Ouest France, mais le problème c'est que un des frères, c'était le petit ami, la fille du procureur. Puis ces gens-là, ils étaient en contact avec des joueurs nantais. Et notamment un homme aujourd'hui qui est poursuivi dans l'affaire du double meurtre de Porretta. Christophe Guazzelli, qui était joueur de foot à Nantes. Donc aussi impliqué dans la drogue. Donc là, alors, foot et drogue. On parle de Porretta, c'est le procès qui est en cours, une espèce de parodie de justice où la justice a énormément de mal en fait à faire respecter son autorité. Et donc aujourd'hui même. Et je m'étonne, David, c'est qu'aujourd'hui de retrouver Monsieur de Gentil affecté à Aix-en-Provence. La juridiction qui couvre cette affaire. L'affaire du double meurtre de Porretta. D'accord. Alors ça, c'est l'assassinat de Jean-Luc Odacchioni, donc l'oncle de la chanteuse Jennifer. Donc Jennifer, on revient sur Jennifer, qui apparaît dans ce programme à succès, qui s'appelle, comment vous allez m'aider, Star Academy. Star Academy, produit par Endemol, dans lequel on retrouve la fameuse Alexia Laroche-Joubert. Laroche-Joubert, et vous l'appelez, avec un peu d'humour, la riche Joubert. La riche Joubert. Voilà. Donc en fait, on a quand même un panel qui est pas mal, mais que fait la justice? Et dans l'OMVA, on avait un porteur de projet et un défenseur de nos droits fantastiques, parce qu'il était le chevalier blanc de la justice, il a fait les titres de la presse pour ça, c'est Éric de Montgolfier. On a un véritable problème. Alors, Éric de Montgolfier, il a la particularité d'avoir son beau-frère qui résidait dans mon département. Puisque son beau-frère ils y sont tous dans votre département. Je voudrais pas dire. Il s'appelait Jacques Germery. Et Jacques Germery était l'associé du cabinet d'Alain Lambert, aussi ministre du Budget. Alors, cabinet de notaire. Voilà, un notarial à Alençon.
Lambert, Bacle, Germery. Donc Jacques Germery, qui est décédé aujourd'hui, était donc le beau-frère d'Éric de Montgolfier. Et notre charmant ancien ministre du Budget, ancien président du Conseil supérieur du notariat français, Alain Lambert, est aujourd'hui impliqué dans une affaire qui mêle une société de gestion de déchets mode Camorra, qui s'appelle GDE. Alors attendez, on va, parce que vous avez un flux de paroles extrêmement rapide et vous connaissez ça par cœur. Une société de gestion de déchets qui parle évidemment énormément parce que oui, la Camorra dans le sud de l'Italie, à Naples, en fait, a montré une méthode de détournement de fonds publics avec enfouissement des déchets dans des terrains privés. Hein. Donc en fait, ils se sont fait des millions autour de cette gestion. Et là, donc, vous venez de dire mode Camorra. J'ai révélé un scoop à la financière, à la brigade financière, parce que là, aujourd'hui, je suis désolé, mais en matière de grand banditisme, on a des gens aujourd'hui qui sont... on est à l'ère du numérique, hein, les malversations, les transactions d'argent vont à une vitesse de la lumière, mais par contre, la police et la justice, on est encore à la plaque photographique. C'est la préhistoire, hein. Bientôt on va les trouver dans les pots de bêtes, hein. C'est hallucinant. Hallucinant, mais on se dit, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Voilà, moi qui suis paysan dans mon coin, dans ma campagne, je sais très bien que le gendre de M. Lambert, Alain Lambert, gère les comptes depuis Singapour d'une société qui s'appelle Trafigura, qui est le leader mondial du négoce de produits pétroliers. Et Trafigura, c'est l'affaire du Probo Koala, ce bateau poubelle déversé à Alors on continue à faire les liens. Trafigura en lien direct avec le fameux dauphin de GDE, la fameuse société de gestion des déchets. Voilà. Hein, et donc, le gendre d'Alain Lambert... Dauphin, environnement. Je répète, le gendre d'Alain Lambert gère les comptes de Trafigura depuis Singapour. Et c'est une belle ville. Le directeur... Il y a peut-être moins de chevaux, enfin encore, je ne sais pas. Le directeur de Trafigura... Je vois Hubert qui note, et Hubert se dit... s'appelle Jean-Pierre Valentini. Oh. Jean-Pierre Valentini, qui n'est autre que le neveu de Mathieu Valentini. On se serait douté. Mais... impliqué avec André Tarallo dans l'affaire Elf. Ah, là c'est des pointures. Donc voilà, ça c'est des gens indéboulonnables. Et donc, dans l'affaire du Probo Koala... Donc l'affaire Elf, c'est le scandale de la Ve République, dans lequel Tarallo est le responsable d'Elf Afrique. Et dans Elf Afrique, on retrouve finalement les influences. On retrouve le fameux Charles Pasqua dont nous avons parlé. On retrouve un certain Félix Feliciaggi, Robert Feliciaggi, qui avec son frère offre des équipements de divertissement aux gens qui sont implantés autour de la construction des plateformes pétrolières, et évidemment on s'ennuie sur les plateformes, on s'ennuie, et donc là va proliférer la possibilité de faire du trafic. Pour la petite histoire, donc quand tombe l'affaire du Probo Koala, alors le Probo Koala, je vous explique, c'est de l'essence de très basse qualité, de l'essence pourrie qui est récupérée au Mexique, puisqu'il y a un ambassadeur français au Mexique qui s'appelle Claude Parfait, qui est l'ami intime d'Astrid Bettencourt, la sœur d'Ingrid. Et là, nos compères récupèrent de l'essence à bas coût, qui raffinent sauvagement sur le bateau. Donc là, on a Ingrid Bettencourt, on avait Liliane, Astrid. La sœur d'Ingrid, qui est la petite amie de l'ambassadeur français au Mexique, Daniel Parfait. Et là, c'est une histoire de famille. Bien sûr, ben oui. Et là, donc, raffinage sauvage sur le bateau, il reste 500 tonnes de résidus, mais personne ne veut les accueillir, ces résidus-là. Puis comme là, maintenant, le dégazage en pleine mer, c'est très surveillé, donc on va essayer... on va aller charger une petite société sur le port d'Abidjan qui s'appelle la Société Tommy. Tommy, oui. Alors, comme Tommy. Oui, je me demande même s'il n'y a pas des ramifications. Je n'ai pas gratté là-dessus. Et en fait, cette société, elle est chargée de passer les cales au Karcher. Et en fait, quand ils reçoivent le bateau, il reste 500 tonnes à l'intérieur. Vous avez été payé, démerdez-vous. Et là, donc, Claude Dauphin et Jean-Pierre Valentini vont se pointer à Abidjan. Ils vont être incarcérés 6 mois. Et là, pour des détenus, ils ont la particularité que leur cellule est fermée de l'intérieur. Parce que s'ils sortent dans les coursives, ils sont lynchés. D'accord. Ils vont vivre comme des rats, vraiment des rats, à l'intérieur de leur cellule, de peur d'être lynchés par les gens qui sont de l'autre côté. D'accord. Donc en fait, il y a le grand bleu avec le dauphin dans le grand bleu. Vous, c'est plutôt le dauphin dans le grand noir. C'est Charles
c'est Charles Pasqua qui va intervenir auprès de son ami Gobert pour essayer de faire libérer, qui va faire des pieds et des mains, pour que... Gobert, c'est l'ami de Sarkozy. Oui, voilà. Pas Pasqua, c'est l'ami de Sarkozy. Oui, mais aussi Pasqua à cette époque. Charles Pasqua avait passé un coup de téléphone à Gobert pour faire du lobbying, pour libérer ce pauvre Claude Dauphin, Jean-Pierre Valentini. Alors Jean-Pierre Valentini vient d'être mis en examen assez récemment, puisqu'il est supposé blanchir des sommes de la brise de mer, pour la brise de mer, à travers des projets immobiliers. Courchevel, je crois. Hubert, alors, on va prendre des notes. Non, là, il y a encore une chose importante, une chose très importante. Pas là, parce que c'était pas important jusque-là. Je crois que là, il y a encore quelque chose de très important. Comme du détail. Notre ami Lambert est donc ministre du Budget. Il est bien placé. Et là, qu'est-ce qui va se passer en 2002 ? Il y a la fameuse histoire Tapie le Lyonnais. Et qui va venir faire du lobbying chez l'ami Lambert pour sauver le soldat Tapie Jean-Louis Bourlot. Bien sûr, son avocat, son homme de main, son homme politique. Voilà. Alain fait quelque chose, mais il faut sortir de cette affaire, c'est Bourlot qui va faire le lobbying. Et donc là, on voit Christine Lagarde, là on voit... Et l'idée de la transaction... Richard l'idée de la transaction, en fait, et vient d'aider la sardine, André Guelfi. Non mais attendez... Avec qui Tapie a été incarcéré. Il y a trop... La famille, je suis obligé de regarder derrière, il y a un bus. C'est André Guelfi. C'est André Guelfi qui dit à Tapie, mais pourquoi tu ne fais pas une procédure d'arbitrage ? C'est l'idée de Guelfi, l'arbitrage. Oui, on reviendra sur Guelfi, c'est une la famille passionnante. Guelfi en lui-même est un héros de film, et on reviendra sur l'argent prêté à Tapie, sur comment le discrédit qu'avait Guelfi pour Tapie en disant il n'arrivera à rien dans la vie. Quand on voit la proximité de Bercy avec les trafics, là on voit, on a eu un procès avec la drogue, qui a impliqué d'ailleurs le patron des stupes français, François Thierry. L'affaire Robert Daves. L'affaire Robert Daves, c'est un Anglais, encore un Britannique, qui est impliqué, parce que les Britanniques les sujets de Sa Majesté sont très impliqués dans le trafic de drogue en France. Ils ne sont pas inquiétés, ces gens-là. Et en fait, Robert Daves, il va y avoir un procès. Laissez vos fiches. Oui. C'est au cas où j'aurai un trou de mémoire, mais bon. Et en fait, toute cette drogue passe avec la complicité de la sécurité par l'aéroport de Roissy. Et qui est gestionnaire de l'aéroport de Roissy ? Monsieur Augustin de Romanet de Beaune, qui a été l'ancien directeur de cabinet d'Alain Lambert. Dont la femme. Et qui est aujourd'hui le beau-frère d'Alain Le Maire, de Bruno Le Maire. De Bruno Le Maire, incroyable, notre ministre de l'économie. Voilà. Et sur les aéroports, il y a aussi un régime préfectoral particulier, non ? On parle de... Alors là, on a un célèbre préfet. On a un célèbre préfet qui s'occupe de la sécurité des aéroports de Paris, qui s'appelle Alain Gardère, très proche du milieu corse. Il a tout un ramassis de casseroles. Là, il est au tribunal. Oui. Et en fait, quand on voit les charges, les sujets d'accusation, c'est un bréviaire. C'est un collègue de ma promotion. Voilà, donc... c'est un collègue de votre promotion, Hubert. Ouais. Je connais Alain Gardère depuis 83. C'était d'ailleurs dans la promotion. Je dis souvent quand on s'est tous retrouvés le premier soir, on était tous les futurs commissaires, tous les commissaires à la buvette. Donc chacun se présentait un petit peu. Alain Gardère, on voyait qu'il avait une ambition démesurée, qu'il voulait arriver à tout prix, etc. Et je dirais que le succès quand même lui montait à la tête. Alors il est très révélateur de l'école Sarkozy-Guéant. C'est ça. Parce que, moi je connais très bien la carrière d'Alain Gardère. Il avait une carrière à peu près normale en sécurité publique. Et puis en 2001, il est bombardé, directeur de la sécurité publique à Rennes, où Guéant vient d'être nommé préfet de région. Et quand Sarkozy prend Guéant comme bras droit, Guéant ramène Gardère à Paris. Et en quelques années, il va passer de commissaire divisionnaire à préfet très très rapidement. Et il va être nommé préfet de police à Marseille, où il est chargé de... Alors, il y avait eu le scandale de la BAC Nord à cette époque-là. Il y a le scandale de la BAC Nord à Marseille. Alors, je crois que Gardère, il a ramené un peu le calme, mais je ne sais pas dans quel sens. J'ai l'impression plutôt qu'il a acheté les gens ou qu'il a... Il a passé l'éponge en échange d'arrangements, très probablement. Et ensuite, il est nommé préfet aux aéroports de Paris, déjà. Et après, il est au CNAPS.
Et là, Le CNAPS, entre le CNAPS, le Conseil national des activités privées de sécurité. Avec Alain Bauer. C'est Alain. Avec Alain Bauer. Et alors, c'est là qui donne. Moi, j'ai suivi attentivement. J'appelle le producteur. Non, mais j'ai suivi attentivement, comme je connais Gardère depuis 40 ans, j'ai suivi attentivement le procès. Il avait quand même 10 à 12 mises en examen. C'est ça. Il avait abus de biens sociaux, corruption active, corruption passive, prise illégale d'intérêt, détournement de fonds publics, prévarication, falsification. Il avait une ribambelle de trucs. Et quand il était à la barre, il était pitoyable parce qu'il n'y avait aucune explication. Bon, le parquet, moi je trouve que le parquet était sympa. Ils ont demandé 4 ans de prison, donc 2 fermes, et 450 000 € d'amende. Mais, excusez-moi, Gardère, avec tout ce qu'il a commis, il touche une retraite de préfet à 7 000 € par mois ou 7 ou 8 000 € par mois. Il n'a pas été cassé dans sa carrière, dégradé comme moi et d'autres, parce que vous avez les flics qui peuvent tout se permettre, et les flics qu'on démolit volontairement. Alors, je voulais rebondir sur l'histoire de Christian Proto, Oui. parce que son histoire avec Rocancourt en 2015... elle a permis par ricochet de virer Bernard Petit, Oui. qui était le directeur Bernard Petit, qui était un très bon collègue, un professionnel qui faisait bien son boulot, très bien. Ben justement, les gens qui font bien leur boulot, on les dégomme. Et lui, on l'a dégommé sur une histoire fallacieuse de procès-verbaux, c'est une histoire montée de toutes pièces, en tout cas on l'a viré de son poste. Et ça, je crois qu'on l'a viré peu de temps avant le Bataclan, il me semble. Je crois qu'il a été viré entre l'histoire de Charlie Hebdo et le Bataclan. Oui. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que dans ces histoires vous avez un jour, il y aura un spécialiste que je pourrais vous amener sur les 2 attentats qui pourra vous donner le côté caché de ces 2 attentats. Je pense qu'il y a des flics honnêtes, sérieux, qui ont voulu dire la vérité, ce qu'ils savaient. Et alors, chaque fois que vous voulez dire la vérité, on vous dégomme. Bernard Petit, on l'a fait tomber. Voilà, côté, il est parti. Donc, inutile d'écouter ce qu'il dit. Quand on fait tomber un juge ou un policier ou un douanier sur des motifs complètement fallacieux, c'est qu'il y a des choses sérieuses derrière à révéler. Ouais. Et il porte le discrédit. Et on lui porte le discrédit. Moi, on m'avait dit, de toute façon, comme tu as travaillé sur des affaires très délicates, soit on te bute, soit on te discrédite. Qu'est-ce que tu choisis ? Je choisis de vivre parce que je suis un peu comme le comte de Monte Cristo, Oui. qui sort sur les écrans. Je pense que même au bout de 15 ans, 20 ans, il peut y avoir un retournement. Les gens changent, la situation change. Regardez maintenant, moi j'ai été écrasé par l'équipe Sarkozy et maintenant ils sont tous englués dans des affaires judiciaires. Voilà, donc ils sont tous... Heureusement, il y a une justice immanente qui met beaucoup de temps à s'exprimer, mais un jour ou l'autre, elle arrive. Alors, je voudrais parler, avec le temps un peu qui nous reste un petit peu, je voulais parler de la Corse. Parce que moi, j'ai une lecture différente de la soi-disant affaire Colonna, qui n'est pas l'affaire Colonna. Parce que, comme disait Pasqua, si vous voulez noyer une affaire, vous créez une affaire dans l'affaire, et après vous créez une autre affaire dans l'affaire, et on ne sait plus. On a oublié l'affaire primitive. Hubert, je fais une parenthèse, alors, je vous laisserai suivre. En fait, pour enchaîner, toujours, on a beaucoup enchaîné. Non, on a rebondi. On a rebondi. Ouais. Donc, Charles Pasqua n'avait pas succédé, mais était un proche d'Achille Peretti. Achille Peretti a une nièce, vous allez me donner son nom, Marie-Dominique Collioli, qui était la voisine d'Ivan Colonna. et qui devient la femme La première femme de Nicolas Sarkozy, ce qui associe très directement Sarkozy à l'affaire Colonna, et je vous laisse continuer. Voilà, alors sur l'affaire Colonna, avec Marie Cuglioli, peut-être vous savez pas mal de choses. Oui. En tout cas, franchement, si j'étais en poste, je vous prendrais comme informateur. C'est évident qu'un informateur aussi bien avisé que vous, c'est sensationnel. J'ai rencontré la famille Colonna, puisque Yvan a son oncle et sa tante qui vivent à Guerlesquin, en Bretagne, donc je les ai rencontrés de reprises. Parce qu'ils sont de Brest. Guerlesquin. Guerlesquin, Oui, c'est à l'est de Brest. Et moi, je les ai rencontrés parce qu'effectivement, j'étais aux prises avec cette équipe-là, donc Tomasini et autres. J'avais très bien compris ce qu'arrivait à Yvan Colonna. Et puis, pour comprendre l'affaire Colonna, il faut savoir quel poste a satisfait le préfet Erignac. Qu'est-ce qu'il faisait dans sa carrière ? Quand il était aux affaires étrangères, il était chargé des affaires africaines. Ouais, il était à la coopération. Oui, il connaissait toutes les ficelles de la criminalité. La France-Afrique. La criminalité corse en Afrique.
Donc c'est pas on a mis l'histoire sur les nationalistes. De toute façon, le nom de l'assassin a été révélé. Hein. Il est mort aujourd'hui. Il avait été exfiltré vers l'Angola. Aujourd'hui, il est mort. Ouais. Alors, justement, je voudrais parler d'un livre qui n'a connu aucun succès public, sur lequel il est intéressant de travailler. C'est Un crime politique en Corse. Alors, Alain Laville était un journaliste qui travaillait à Nice Matin. Et ça va 6 mois après l'apparition du livre, il a eu la malheureuse idée d'avoir une crise cardiaque dans un taxi. Mince. Et il est mort, il n'a pas pu développer, faire de la promotion pour son livre. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on le lit, et moi je l'ai lu, mais très très attentivement, on voit la description de l'assassin qui ne correspond à rien à celle d'Ivan Colonna. Donc en fait, pour masquer, c'est ce que je développerai dans un livre que je finirai par écrire un jour, c'est que dans l'affaire Corse, on a masqué la vraie affaire d'État Erignac par l'affaire Colonna. Mais tout le monde ne parle plus de Colonna. Alors quand je disais que c'était une affaire d'État, je le dis depuis 20 ans, quand on a vu comment il a été assassiné en prison, c'est flagrant. On a quand même tout compris. Parce que moi je sais que le vrai assassin, il est mort 6 mois avant Ivan Colonna. Et quand on sait qu'il y a une affaire montée de toutes pièces, le vrai meurt, ben, le faux, celui que tout le monde accuse, il allait se ressortir. S'il les sortait et qu'il disait enfin sa vérité, on faisait tomber l'affaire d'État. Donc il était indispensable que Ivan Colonna ne sorte pas vivant de l'histoire, qu'il soit tué par un... Voilà. Mon cher Michel, je crois qu'au niveau des gardiens de prison, ou du moins des directeurs de prison, vous avez quelques informations. Manifestement, Colonna était dans une prison où le directeur... Saint-Denis-sur-Sarton, voilà. Arles, il était à Arles. Hein. Non, il a été dans l'Orne à Saint-Denis-sur-Sarton. Oui, un moment, mais il est mort. Alors là, je parle, Saint-Denis-sur-Sarton, c'était la personne qui a tabassé... qui a tué. Qui a passé à tabac Ivan Colonna. Et nous, les prisons ici, Argenton et autres, c'était le frère de Bernard Skorskiani qui tenait ces prisons-là. Okay. Alors l'assassin vous avez des informations sur le Camerounais là, qui a tué Colonna? Pas plus que ça, je sais qu'il a été très longtemps dans l'Orne. Hein, Mes amis, les informations que nous échangerons par pigeon voyageur, nous les ferons après l'émission. Non, mais c'est intéressant aussi de voir le cheminement de son assassin, puisque c'est en essayant de voir avec qui il a été en contact qu'on pourra déterminer qui l'a conditionné. Parce qu'il ne s'est pas pris à Ivan Colonna comme ça par hasard, il a été commandité. Voilà. Nous avions laissé Nicolas Sarkozy sur le tarmac près d'un Falcon 747. Voilà. 50. Vous êtes un spécialiste. Hein. Et au demeurant, les histoires d'aérodromes, comme celui de Saint-Tropez, sur lequel cette affaire se pose, c'est un sujet que vous connaissez bien, parce que dans la seconde partie de votre vie, peut-être la 3e ou 4e, où vous avez voulu être entrepreneur dans l'ULM, les baptêmes du LM notamment, on vous a privé l'accès à un aérodrome local parce que manifestement vous étiez un empêcheur de temps errant, ou vous le seriez devenu. On m'a éloigné parce que voilà, j'étais devenu instructeur et puis j'étais instructeur ULM et puis j'ai construit des avions et ils se sont dit voilà, ce gars-là va arriver sur la base, et là il y avait un trafic avec les Britanniques. Donc alors on a des barons de la drogue en France, hein, on a eu Robert Daves. On a eu Brian Charrington qui était l'ami d'Alain Couelier, de la compagne d'Alain Couelier, Isabelle Robert, sur Nantes. On a eu aussi Christopher Barrett-Jolet, Phoenix Aviation. Donc ça, c'était du transport de veaux depuis l'Angleterre, vers la Hollande, vers la Belgique et vers Rennes. On va être obligé d'accélérer parce que notre format d'émission est assez court. Merci de tous ces détails. Mais globalement, la Normandie et les avions, c'est aussi les îles anglo-normandes. Voilà. Alors là, moi par contre, sur le dossier-là, c'est très intéressant ce que j'ai révélé. C'est que j'ai affaire à un réseau de boîtes de nuit et de bars qui sont tenus par des Anglais et où la tête de réseau, c'est tout simplement John Palmer. John Palmer qui a été assassiné de 6 balles, que la police anglaise a déclaré mort de mort naturelle. Il a été assassiné dans le Kent. Et John Palmer a été l'individu qui a refondu les 3,5 tonnes du cambriolage de la Brinksmat en 83. Et ce qui est intéressant, c'est quand on s'intéresse à ce cambriolage, l'or volé, les 3,5 tonnes, ont été blanchis par le cabinet panaméen Mossack Fonseca. Et on retrouve Mossack Fonseca autour
de Michel Platini, autour de Richard Attia, Ah, le concurrent de Cécilia, Le mari de Cécilia. et le mari de Cécilia. Cécilia. Sarkozy, de David Cameron et de son père. Ah, alors là, vous touchez du très gros, parce que Richard Attia a un lien très direct en organisation événementielle avec la Rockefeller Foundation, je crois. Et de l'autre côté, on est sur des sujets extrêmement lourds, Donc, extrêmement puissants. je suis dans une affaire où il y a quand même eu des cadavres. Moi, je suis intervenu à cause de ça. Enfin, je ne sais pas si vous avez comme une médaille de Saint-Benoît. Parce que, Non, mais il y a, non, mais il y a Ça eu, pourrait il y a nous eu des protéger. morts particulières autour de ce dossier de boîte de nuit. Je suis intervenu à ce titre-là. Et en fait, je découvre que la boîte en question, parce que la police anglaise, quand elle est venue serrer ce réseau, mais qui travaillait depuis une dizaine d'années en France, qui n'était pas le moindrement inquiété du monde. Ça, ils ont des flairs de drogue, on savait par quel... Moi, par ma clientèle, je savais qui faisait quoi, par où passait la drogue, j'étais au courant de tout. De tout. Quand vous êtes commerçant, vous entendez tout. Et en fait, quand il y a reprise, là, je retrouve un Corse sous fausse identité que j'ai côtoyé en Allemagne. On a été militaires ensemble en Allemagne en 78-79. Et ce type apparaissait sous une fausse identité, était recherché par la gendarmerie. Il avait sa tête placardée en gendarmerie. Et son associé n'était autre, dans la liste des repreneurs, parce que là, il ne détenait pas encore des parts. de la boîte de nuit. Il figurait sur la liste des repreneurs. On avait tout simplement le commandant de brigade de gendarmerie de Bagnoles. Donc ça aide. Alors, C'est pour les contrôles routiers. moi, en je suis fait. intervenu auprès de la hiérarchie. Je dis, mais ce monsieur, attendez, il est gendarme le jour, il est barman la nuit. Le véhicule qui l'achemine à la boîte de nuit, c'est la voiture de la gendarmerie, ça fait quand même un peu beaucoup. Il faudrait quand même penser à être discret. Et les statuts de la gendarmerie, vous en faites quoi? Il intervient à quel titre? Il a quitté la gendarmerie ou il est encore dans la gendarmerie? Et là, j'ai un major de gendarmerie qui va faire un faux témoignage sur moi, m'accusant d'avoir dénoncé son subordonné pour être un proxénète. Donc condamné à 5 années de privation de droits civiques, civils et de famille, parce que... C'est ce que vous risquiez, c'est ça? Non, c'est ce que j'ai pris. Ah d'accord. C'est ce que j'ai pris, alors que je ne faisais que poser des questions. Et avec le faux témoignage du major Ménard, de Donfront, donc j'ai pris 5 années de privation de droits civiques, civils et de famille, assorti de 20 000 francs d'amende, que je suis allé payer en pièces de 5 centimes d'euros, 10 centimes d'euros, 20 centimes d'euros chez Maître Petit-Jean, huissier, maire de Bagnoles. Vous êtes mesquin, vous Et êtes taquin. gestionnaire de la plateforme de Bagnoles de l'Orne, puisque c'est lui qui gère le syndicat, qui gère l'aérodrome. Donc je suis allé le payer dans des seaux de maçon. Et j'ai dit, mon garçon, pour le seau, il va falloir que tu attendes, parce que tu es encore un huissier honnête. Ça va peut-être pas durer, mais j'ai rattrapé le seau, j'ai mis à la retourne, quoi. Et puis j'ai dit, pour les seaux, il faudrait que tu attendes. Donc, enfin voilà, dans quoi on Vous avez payé en liquide, en fait. Hein, voilà, c'est ça. dans quoi on baigne. D'accord. En trébuchant. Énormément de sujets, là, vraiment une densité. On était déjà très dense lors du premier volet de l'émission, là on est encore plus dense. Alors, je voudrais revenir, parce que le temps passe, sur des sujets qui sont importants. Donc on a vu l'importance de ces aérodromes régionaux, et donc effectivement leur emplacement névralgique et stratégique. Mais tout ça génère, si nous parlons de trafic de drogue, des volumes considérables en liquide, et l'un des moyens de blanchiment, ce sont les casinos. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la disposition du 5 mai 47 où Robert Schuman, on a parlé de Jean Monnet, et on a vu ses activités de vendeur de cognac du temps de la Prohibition. Et est-ce que Schuman, qui est aussi l'un des pères fondateurs et puis qui sera peut-être saint de l'Église catholique, est aussi saint que cela? Alléluia, alléluia. Il faut soumettre à notre pape François, le canoniser, je ne sais pas, il faut en faire quelque chose. Parce qu'il signe un décret le 5 mai 47, je suis mon raisonnement, qui donne aux Corses, et vous aviez dit pour encouragement ou félicitations ou honneur à la libération seule pendant la Seconde Guerre mondiale, la possibilité de gérer l'intégralité des Jeux en France. Et là, on va retrouver deux individus, André et Annie, et naturellement notre ami Francisi, Marcel Francisi, qui ont un passé colonial en Indochine, et qui sont impliqués tous les deux dans le trafic des piastres, de la monnaie indochinoise. Oui, on ne va pas rentrer dans le détail, mais pour Francisi, il faut juste noter qu'il était le propriétaire d'un endroit fabuleux à Paris, qui est le Fouquet's. Ouais.
et on se souviendra de cet apéro dînatoire présidentiel. Sarkozy après son élection au Fouquet's, c'est ça. Exactement, c'est ça. On revient. C'est ça. Alors, On les revient sur casinos, comment permettent-ils de blanchir l'argent? Finalement, c'est assez simple. Bah, ça sert aussi souvent pour les campagnes électorales, puisque moi, je peux vous expliquer comment ça s'est passé au casino de Bagnoles, puisque j'ai été doublement intéressé, puisqu'il y avait mon ADN sur l'arme qui a servi au braquage du casino. Vous nous faites peur. Alors, attention, Non, mais ils m'avaient fait approcher. Non, mais on vous a invité gentil, maintenant il y a un ADN sur une arme. Il m'avait fait approcher par ce charmant garçon. Moi, je n'en ai jamais vu des armes à feu. Il m'avait, comme Vous aussi, j'étais... Hubert. Hein, J'étais monique de tir à l'armée, donc ce brave monsieur sous fausse identité m'a branché arme. Quand j'ai expliqué que j'étais militaire en Allemagne, que j'avais été sous-officier appelé, que j'étais monique de tir, j'ai fini monique de tir à Trèves. Et là, il me brancha, t'inquiète, nous, c'est réseau néo-nazi, t'inquiète, je fais partie du réseau de Garches. Alors en aparté, Garches, c'est le réseau de Claude Herman, qui a armé Koulibaly. Claude Herman, oui. Voilà. Ah non, attendez, parce que là, on a Garches, on a Claude Herman, on a Koulibaly. Il faut revenir sur l'histoire de l'hypercaché. Alors là, très grave. Oui. Alors là, il me jette une arme. Enjeu des élections actuelles. Que je n'ai pas laissé tomber par terre. Donc là, je vais la prendre. Et puis j'ai regardé l'ami de ce monsieur qui lui dit « Eric, tu m'essuies ça tout de suite ». Donc là, j'ai compris, là, il y a un problème. Et là, c'est là où j'ai décidé de prendre contact avec le service central de la prévention de la corruption pour leur expliquer ce qui m'arrivait. Et effectivement, le casino a été braqué. C'était tout simplement la gendarmerie qui a deux pas, Bagnoles de l'Orne. De Bagnoles. La gendarmerie a mis 35 minutes pour venir alors qu'elle n'est même pas à 3 minutes. On est à 5 minutes de la fin de l'émission. Nous avons parlé et nous parlons des casinos et je crois qu'il est important de centraliser les dernières 5 minutes qui nous restent sur une affaire. On en avait d'autres, mais on va parler d'une affaire emblématique parce qu'elle est un peu la synthèse de ce monde des escrocs, de ce monde des familles, qu'ils soient corses, anglais ou ailleurs d'ailleurs. C'est le casino d'Annemasse. Et là, je vous laisse introduire l'affaire et je vous demanderai, Hubert, de la conclure parce que vous avez quelques éléments croustillants à nous. Alors, le casino d'Annemasse, c'est effectivement 4 refus catégoriques de la commission des jeux d'attribuer le qui casino. Était en vente, hein, c'est ça. Le casino voilà, d'attribuer le casino à Robert Felicciaggi, maire de Pila-Canal. Et ils ont des affaires de malversation en Espagne. Ils ont une affaire avec le casino de Bandol, donc ils sont défavorablement connus. Et quand Pasqua va arriver... Ami de Felicciaggi, ami très proche de Felicciaggi. Voilà, va arriver ministre de l'Intérieur. Là, l'ordre va être donné d'accorder, quel que soit l'avis, l'autorisation. Et le casino sera revendu avec une énorme plus-value, parce que je pense qu'il sera revendu 105 millions d'euros. Et naturellement, il y aura plus d'1 million d'euros qui sera... orienté vers les caisses de campagne. Dans les caisses de campagne du RPF. Donc, parti de Charles Pasqua. Et cofondé avec De Villiers. Monsieur de Villiers, voilà. Donc le roi du Puy du Fou. Voilà, Philippe de Villiers. Ben dis donc. Alors, Hubert. Oui, vite fait. Donc ça se passe pendant le 2e séjour de Pasqua à l'intérieur. C'est pas le premier. Le premier, c'est 86-88. Là, c'est la seconde cohabitation, 93-95, où il est tout seul. Il n'y a plus Robert Pandreau qui le seconde là, pour les affaires de police. Donc, effectivement, là, il y a un refus net de la commission d'accorder l'autorisation des jeux Annemasse. Et la veille de quitter son poste, il signe l'arrêté ministériel qui permet au casino de rouvrir, avec l'appui de Madame Mandoloni, qui était la nièce de Michel Thomy, l'associé de Felicciaggi, pour les jeux en Corse. Mandoloni qui était le successeur de Léandri dans la relation entre la coupole new-yorkaise et... Oui, je ne sais pas si c'est cette famille. Marthe Mandoloni. Marthe, c'est une femme. Oui, c'est ça. Alors, cet argent qui a été généré par la réouverture des jeux Annemasse a été réinvesti illégalement dans la campagne des européennes de 1999. C'est ça, c'est les européennes qui ont eu lieu il y a 25 ans, où il y avait la tête de liste Pasqua avec De Villiers, qui ont dépassé Sarkozy, qui était tête de liste pour l'UMP. Et ce que je voudrais terminer vite fait, parce qu'on pourrait parler pendant des heures sur toutes ces affaires, c'est que les deux Corses, là je les ai très bien connus, Felicciaggi et Michel Thomy. Felicciaggi, c'était l'homme de confiance de Pasqua, puisqu'il était responsable de son nouveau RPF en Corse. Et il a été mystérieusement assassiné en avril 2006
par un tueur à moto qui l'attendait à l'aéroport d'Ajaccio, alors qu'il revenait en France. Donc là, pareil, il y a eu quelqu'un qui a donné le mot de son heure d'arrivée. Il était tout seul sur, sur le parking de l'aéroport, on l'a tué. Ce qui est curieux de voir, c'est que nous sommes en 2006, la fin de l'ère Chirac. J'ai pas pu développer, il y a tellement de choses à dire sur les problèmes entre Chirac et Pasqua. Ça éclaire énormément les 12 ans de pouvoir de Chirac, si on voit tout ce qu'il y a eu comme problème avec le clan Pasqua. Aucune enquête, attendez, bras droit de Pasqua, aucune enquête. Sarkozy arrive, on étouffe l'histoire. Le juge d'instruction, elle a dû faire 3 papiers comme quand on tue un sanglier avec une voiture en Corse, rien de plus. Un assassinat qui pose question. Et moi, je m'en suis intéressé dernièrement. Je repensais à l'assassinat de Félicia Gil, maire de Pila-Canal. Je ne pense pas du tout que ce soit son ancien associé Tommy. Je ne pense pas qu'il soit dans le coup. Tommy est toujours en vie. Hein. Il est toujours en vie. En revanche, c'est une histoire qui est liée au football, apparemment. Je reviens à l'histoire parce que Félicia Gil finançait le club de football d'Ajaccio. Oui. Il y a une rivalité entre clubs. Le Gazalec. Voilà. Donc, il y a peut-être l'argent dans les jeux, mais pas que les casinos, aussi dans le football, c'est des masses énormes. Ça aussi, ça génère des jalousies, des rivalités qui vont jusqu'à l'assassinat. J'en reparlerai une prochaine fois. Juste un point avant de conclure, parce que c'est un peu, comment dire, le post-scriptum, le PS, sans jeu de mots. Pour jouer dans les casinos, il faut des machines à sous. Oui. Et vraiment, en un très court format, il y a l'affaire Visionex. Vous pouvez nous citer les 2 noms qui... Visionex, oui, c'est sur Nantes, c'est le fils d'Albin Chalandon. Donc Albin Chalandon, président de Elf, qui est le mentor de Madame Dati. Et M. Chalandon, qui a été impliqué dans une affaire d'un scandale immobilier qui s'appelait les Chalandonnettes, des maisons inhabitables qui étaient construites par la Bouygues et qui avaient pour avocat Jean-Louis Borloo. On l'aura vu beaucoup au long de cette émission. Messieurs, encore un moment extrêmement intéressant. Extrêmement grave. Hein. Nous avons de la légèreté parce que on apprend à vivre avec ça, mais au demeurant, c'est extrêmement lourd. Donc, je vous remercie vraiment encore pour la prise de risque que seulement des citoyens que vous représentez, avec votre expérience Hubert, avec votre volonté de battant, Michel, peuvent exprimer. Et voilà, pour terminer cette émission, je voulais chers concitoyens, vous dire que tout est compréhensible, vous comprenez que tout est compréhensible et tout est là. Ces éléments qui ont été débattus se retrouvent dans les journaux, se retrouvent aujourd'hui sur Internet. La seule possibilité que nous avons dans un monde de l'information qui est un monde sclérosé, c'est de faire les liens. Donc interliguer, jouer d'intelligence pour pouvoir justement essayer de comprendre le monde dans lequel on vit et de le décoder. Autour de ça, si vous voulez que ces émissions continuent à perdurer, je vous encourage à participer financièrement en aidant Citizen Light, média indépendant, complètement indépendant financièrement, uniquement souhaité par l'intermédiaire de concitoyens dont vous êtes, qui un jour pourraient être autour de cette table, parce que ces affaires-là, il y en a absolument plein les tiroirs dans la République qui n'est pas la nôtre.